Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision Futur Média. Soir d'info, la suite avec nous ce soir. Un invité exceptionnel, le professeur Aloïse Raymond Ndiaye. Bonsoir, professeur. Bonsoir, M. Diop. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Votre parole est rare, voire très rare. Donc nous sommes vraiment très honorés de vous recevoir. Professeur de philosophie, ancien doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, vice-président de l'Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques, une association panafricaine et pluraliste couvrant l'Afrique, Madagascar et la diaspora, association œcuménique et non confessionnelle, indépendante et autonome. L'Académie promeut la paix, la sécurité et l'inclusion en lien avec la religion sociale et le politique en s'appuyant sur la foi et la culture africaine. Une académie qui se réclame d'Alioune Diop. Oui. Pourquoi, professeur? Écoutez, merci de me donner cette opportunité de vous parler de cette académie toute récente, toute jeune, qui a été créée en 2016 suite à un colloque que nous avons organisé pour célébrer le comportement très inédit de Alioune Diop à l'occasion de la convocation par le pape Jean XXIII du Concile Vatican II. Oui. Il avait pris l'initiative courageuse d'interpeller les intellectuels universitaires africains pour recueillir leurs réflexsions sur l'ordre du jour de ce concile, de telle sorte que ça puisse être une contribution de l'Afrique lors des débats de ce grand rassemblement des prélats de l'Église. Ces contributions des intellectuels devaient être transmises par les évêques qui eux-mêmes étaient convoqués directement au concile. Les intellectuels africains, bien sûr, consultés, n'étaient pas invités, mais ils apportaient leur aide aux représentants de l'Afrique afin que la présence africaine, la présence de l'Afrique soit prise en compte dans les discussions au concile. Alors donc c'est de là qu'est partie l'idée de créer cette académie. Parce qu'on a pensé qu'il y avait là, au niveau de l'attitude d'Alioune Diop, quelque chose d'inédit, où les intellectuels intervenaient dans un domaine qui jusque-là était réservé, disons, aux autorités religieuses. Alioune Diop, rappelons-le, fondateur de la revue Présence africaine. Alioune Diop, fondateur, comme vous dites, de Présence africaine et de la revue Présence africaine, du même nom. Alors donc c'est de là que c'est parti. Donc des intellectuels chrétiens, non chrétiens, des laïcs, des religieux, après ce colloque de 2016 se sont réunis et se sont dit, bon, il faut cet héritage d'Alioune Diop, ce geste qui a été porté par Alioune Diop, mérite d'être conservé et voir qu'est-ce qu'on peut en tirer pour les générations futures, de telle sorte que l'on puisse effectivement démontrer à la face du monde que les préjugés racistes, colonialistes sont désormais caduques et qu'il y a un génie africain dont il faut tenir compte. Oui, à l'annonce de sa mort, le président Léopold Sédar Senghor saluait en Alioune Diop l'un des premiers militants et une sorte de secrétaire permanent du mouvement de la négritude. Tout à fait, tout à fait. Évidemment, ça c'est un volet qui est très important. Parce qu'il a fait partie de ce mouvement. On parle souvent, quand on parle de la négritude, on parle souvent de Senghor, Césaire, etc., Damas. Mais Alioune Diop est un élément très important. On n'en parle pas souvent, c'est dommage. Parce que c'est lui qui a quand même réussi à réunir, à rassembler tous ces intellectuels qui venaient d'horizons différents, de religions différentes, d'idéologies différentes, de positions politiques différentes, des révolutionnaires, des progressistes, des conservateurs. Il a réussi quand même à les mettre ensemble pour défendre le génie africain. Là, c'est quand même une personnalité, il faut
qu'il faut vraiment connaître. Qu'il faut vraiment connaître. Le professeur Alioune Diop qui nous a quittés le 2 mai 1980 à l'âge de 70 ans. L'université de Bombay porte son illustre nom. Pour revenir à l'Académie, les objectifs entrent en syntonie avec l'encyclique Fratelli Tutti du pape François publiée en 2020. C'est sur cette publication d'ailleurs que le professeur Abdoulaye Cissé a présenté la leçon inaugurale lors de votre assemblée constitutive. Il vous interpelle en ces termes: votre académie sera d'une contribution majeure si elle réussit la symbiose entre la science et la conscience au service de la paix et de l'harmonie entre les nations et les personnes. Que faut-il comprendre de cette interpellation du professeur Abdoulaye Cissé? D'abord, c'est un grand intellectuel. Abdoulaye Cissé, il est brillant. On en a au Sénégal des collègues, des confrères, des universitaires brillants. Et ce fut un très grand moment lorsque Abdoulaye Cissé, c'est pas moi qui l'ai choisi d'ailleurs, c'est mon épouse qui a eu l'idée, on cherchait, qui m'a parlé d'Abdoulaye Cissé, que je connaissais par ailleurs. Et votre épouse, Feu Eugénie Ao, on va parler d'elle dans un instant. C'est elle qui a eu ce génie-là, de me mettre sur la voie de Abdoulaye Cissé, et il nous a tenu une conférence magistrale devant un parterre d'évêques. On avait 2 cardinaux, on avait réussi à faire venir un cardinal du Nigeria. Enfin, il y avait le cardinal Sarr, bien sûr. Théodore Adrien Sarr, bien sûr. Il y avait des évêques, il y avait le président Moustapha Niasse aussi. Moustapha Niasse, il y avait le recteur Madanissi. La plupart des recteurs des universités du Sénégal étaient là. Il y avait évidemment notre très cher ami qui est disparu aujourd'hui, Paulin Outondji, qui était ancien ministre du Bénin, qui a été porte-parole ou Sherpa, comme on dit. Bon. Et il a compris, Abdoulaye Cissé, ce que nous avions d'original dans cette académie africaine, donc panafricaniste, des sciences religieuses, sociales et politiques. Il y a donc, comme vous dites, science. Et conscience. Et conscience. Bon, mais ce qui est intéressant là, c'est que habituellement, les académies auxquelles nous avons affaire s'occupent d'un terrain ou d'un domaine de la science. Académie des sciences et techniques comme au Sénégal, ou l'Académie des beaux-arts, Académie des sciences physiques, etc. Bon, mais cette science-là d'aujourd'hui nous pose problème. Parce qu'elle domine tellement, elle a donné à l'homme un pouvoir tel que la conscience disparaît. Si elle n'est, on parle aujourd'hui avec le progrès de la science, de transhumanisme par exemple, et là où vous pouvez le sentir le mieux, c'est en médecine. Quand vous êtes entre les bras des médecins, vous vous rendez compte que la technique, la science moderne, est tellement rentrée dans la médecine qu'on peut se demander: est-ce que la médecine est encore une science ou est-ce que c'est un art? Alors, quand nous prenons notre académie, c'est Académie des sciences religieuses, sociales et politiques. Et les sciences religieuses, ce sont les sciences traditionnellement du salut, théologie, etc. Mais vous voyez bien que nous ne séparons pas cela du social et du politique. C'est-à-dire que nous sommes au cœur de l'humain. En d'autres termes, il faut de la science, mais aussi une montée en humanité. Tout à fait. Et c'est à l'intérieur, et c'est là qu'on trouve l'humain. Si vous les séparez, la conscience, il faut la chercher. Mais pour que la science soit accompagnée par la conscience, il faut être prévenu des dangers d'une science qui n'est pas soumise à la conscience. À côté de cela, il y a aussi le tsunami, la déferlante intelligence artificielle qui est en train de prendre le dessus. Comment faire face? Et est-ce qu'il faut faire face d'ailleurs? Il faut faire face dans la mesure où ça peut nous mettre en danger. Mais il ne faut pas faire face pour l'empêcher. Parce que le progrès, c'est un bien. C'est positif, le progrès. Mais il faut contrôler le progrès. Et c'est là où la conscience, il faut en tenir compte. Et on trouve la conscience quand on parle de l'humain.
Alors, vous entamez cette mission, professeur, sous le prisme aussi de l'inculturation, concept au croisement de la théologie et de l'anthropologie. Pouvez-vous nous d'abord expliquer cette notion d'inculturation? Et est-ce que c'est parce qu'il faut respecter tout de même les normes et les coutumes sociales, les valeurs des pays qui composent cette académie? Oui, alors ça c'est un terme très technique, oui, que vous trouvez que les théologiens, sur lequel les théologiens travaillent. L'inculturation est liée, si vous voulez, à Vatican II, les résolutions, les recommandations de Vatican II. Mm-hmm. Bon, vous qui connaissez bien, il me semble-t-il, les moines de Cœur Moussa, oui, si vous allez à ce monastère, vous aurez un exemple d'inculturation. Les bénédictins. Les bénédictins. Oui. Vous aurez un exemple d'inculturation. L'utilisation des instruments de musique, l'instrument local, la kora, oui, avec les rythmes africains, ce qui a nécessité des recherches au niveau de la musique, appliquées à la liturgie catholique. Or, jusque-là, la liturgie, telle que nous la suivons dans l'Église catholique, c'était l'orgue, oui, les grands instruments classiques qui viennent d'Europe, mais là, est adapté, en utilisant adapté à la liturgie les sons, les rythmes, à partir des instruments locaux, oui, c'est ça. L'inculturation. Oui. Bon, ce n'est pas du folklore, oui, parce que tout n'est pas dans l'inculturation. Bon, tout n'est pas utilisé pour l'expression du message évangélique, parce que c'est ça l'affaire. L'affaire, c'est de trouver une harmonie entre les réalités culturelles, oui, d'un pays, oui, avec le message qui, lui, est universel. Oui, les valeurs qu'il ne faut pas dénaturer. Tout à fait. Alors, l'Afrique connaît plusieurs conflits armés actifs qui ont des conséquences humanitaires dévastatrices, professeur. La région ouest africaine est un d'ailleurs de ces foyers de tension, avec des conflits d'ordre religieux, sociaux, mais aussi politiques. Quelle est la plus grande menace, selon vous, pour la paix et le vivre ensemble? C'est l'indifférence. L'indifférence, me semble-t-il, à la misère, à la pauvreté. L'indifférence à la misère. Oui. À la pauvreté. L'indifférence aux personnes qui sont laissées au bord de la route. Oui. Les handicapés, l'indifférence aux personnes âgées. Donc, cette indifférence qui est en même temps le parent de l'égoïsme. Et du coup, c'est l'indifférence au bien commun. Alors, bien sûr, c'est là où se joue, me semble-t-il, l'avenir des civilisations. Lorsque la perte de l'humain, c'est ça. Oui. C'est la perte de l'humain, c'est évident. Il n'y a plus de solidarité, oui, il n'y a plus de fraternité, il n'y a plus de communion, et il n'y a plus de spiritualité. Et là, je crois que les choses deviennent dangereuses, me semble-t-il. Oui, dans un monde de plus en plus instable, on parle de ces conflits, ces événements qui se déroulent dans un contexte où on constate dans le même temps une poussée souverainiste dans plusieurs régions du monde, oui, pas seulement en Afrique, oui, et l'avènement d'une nouvelle classe dirigeante en Afrique principalement. On a l'impression d'être à un point de bascule. Comment réussir à préserver la paix et consolider la stabilité dans un monde de plus en plus instable? Écoutez, moi je n'ai pas les solutions, oui, mais quand on y réfléchit, la paix, pour l'avoir, d'abord il faut être deux. Il faut pouvoir se parler, oui, il faut pouvoir se comprendre, il faut pouvoir se connaître. Alors, quand on a ça réuni, se parler, se connaître, se comprendre, nous sommes dans le dialogue, la possibilité du dialogue. Oui. Donc la reconnaissance de ce que l'autre peut apporter, la reconnaissance de ce que je peux apporter. Alors à ce moment-là, nous pouvons construire ensemble un projet commun.
il y a la possibilité d'échange. Oui. Lorsque cette possibilité d'échange n'existe pas, eh bien sûr, lorsque la parole de l'autre n'est pas prise en compte, Oui. lorsque on retient de l'autre ce qui me différencie au lieu de retenir ce qui nous unit, parce qu'il y a un élément fondamental qui nous unit, et nous devons le savoir, nous sommes tous des humains, nous sommes tous des frères. Oui. Si on ignore cela, évidemment, c'est l'enfermement dans le particulier, et du coup, il est difficile d'avoir un monde de paix et le vivre ensemble dont vous parlez. Oui, et donc si je comprends bien, il faut une montée en dignité, en humanité, une élévation également en dignité pour vivre ensemble. Ici au Sénégal, à titre d'exemple, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a nommé un directeur des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langue arabe en la personne de M. Jim Dramé. Sa mission sera de renforcer les relations entre l'État et les communautés religieuses et de promouvoir le dialogue interreligieux. Est-ce de bon augure pour un dialogue franc et raisonné comme rempart contre le fanatisme et l'intolérance dont vous parlez d'ailleurs? Tout à fait, tout à fait. Moi, je crois que c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée parce que la religion, c'est comme les mathématiques ou la physique. Oui. Il faut la connaître. Ça s'apprend. Il faut une culture. Il faut savoir de quoi il s'agit, de quoi on parle dans la religion. Donc il faut que les gens soient formés dans les matières religieuses. Il faut que chacun connaisse sa religion. On en a une connaissance superficielle, facile, dans la famille, dans la rue, à l'école, etc. Mais il faut aller plus loin que ça. Bon. Et à ce moment-là, je crois que quand il s'agit de croyants, quand il s'agit de foi, la foi a besoin d'être nourrie. Et une foi, comme vous dites, cultivée, tout à fait. Une foi raisonnée, à ce moment-là, il y a dialogue possible. Oui. Sinon, on est pris dans le particulier, dans le particularisme. Très bien. L'Afrique et le Sénégal ont commémoré le 80e anniversaire du massacre de Thiaroye. On a senti un glissement sémantique. Aujourd'hui, le président français en exercice parle de massacre désormais, là où son prédécesseur François Hollande parlait des répressions sanglantes. Que faut-il comprendre de ce glissement sémantique? Écoutez, ce glissement sémantique est très clair. Je crois que ça nous conduit à la reconnaissance d'une responsabilité forte, énorme, de la France dans cette affaire. Une affaire qu'on a voulu camoufler, cacher. Bon, on a donné des interprétations plus ou moins fondées. Oui. Et je crois que le discours de notre collègue Mamadou Diouf a été assez clair sur professeur Mamadou Diouf a été assez clair sur cette question-là. Bon, c'est évident qu'il y a eu ce n'est pas la même génération, Hollande et Macron. Le monde a changé entre-temps. Bon, il y a eu les affaires d'Algérie, etc. Donc, effectivement, je pense qu'il y a une poussée aujourd'hui vers la découverte de la vérité. Et cette question de vérité me semble aujourd'hui, en tout cas, faire pratiquement l'unanimité partout. Et il faut, s'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de dialogue possible. Alors, on est dans le mensonge, dans l'hypocrisie, et tant qu'on est dans ce flou, je crois qu'il n'y a pas de fraternité qui puisse émerger de l'hypocrisie et du mensonge. Oui, on a l'impression que tout passe, sauf le passé, entre la France et ses ex-colonies. Qu'est-ce que vous en pensez et pourquoi, selon vous? Mais tout passe sauf le passé, mais parce que le passé, il est là. Il est douloureux. Mais il est là. Oui. Il est douloureux parce qu'il est vécu. Oui. Et le vécu, il est là. Il ne passe pas, le vécu. Quand vous avez un souvenir d'un événement heureux, vous le vivez d'une certaine façon. Bien sûr. Sinon, c'est pour ça qu'il est heureux. C'est pour ça que vous aimez les évoquer, vos souvenirs. Ils peuvent être également douloureux, parce que ça a pour vous une certaine signification. Ça porte, ce n'est pas indifférent. Vous n'êtes pas indifférent à la douleur, vous n'êtes pas indifférent au bonheur, au plaisir. Alors, le passé ne peut pas passer. Il est ce qu'il est. Oui. Enfin, si passé signifie inexistence. Oui. Irréalité. Mais le réel, il est vécu.
Oui. Et le vécu, je l'intègre, il fait partie de moi-même, il fait partie de nous, de notre histoire. Et l'histoire commune, l'histoire des populations, l'histoire des peuples. Oui. Est-ce que cette douleur, finalement, c'est ce qui explique cette dynamique de rupture que l'on constate Oui. entre les deux parties, dynamique de rupture, d'affirmation de soi, en tout cas du côté africain, qui est portée par des jeunes. Qu'est-ce que vous lisez dans les yeux de la jeunesse africaine, en particulier sénégalaise? Oui. Bon, évidemment, nous parlons tous des jeunes. Parce que c'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de nos peuples, c'est l'avenir de notre civilisation aussi, ce sont eux. Et ils ont d'énormes problèmes, les jeunes. Quand on les voit, quand je vois la manière dont vivent les jeunes, ce que j'étais avant, ce que je suis, ce qu'ils vivent, il y a un monde, c'est complètement différent. Ils vivent dans l'angoisse en permanence. Bon. Et c'est normal. Et ce n'est pas qu'au Sénégal, c'est universel, c'est dans le monde entier. Ouais. Ça veut dire que le choix de société qui semble dominer le monde ne nous rend pas heureux. Oui. Et nous ne sommes pas indifférents, heureusement, de l'avenir de nos pays, de la civilisation, d'où l'intérêt qui est porté sur les jeunes. Et les jeunes, c'est l'espoir. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'ils attendent, les jeunes? Il faut abandonner les clichés. Eux, ils aiment les choses faciles, ils sont dans les réseaux sociaux, etc. Les jeunes, ils cherchent quelque chose. On dit tous, c'est l'emploi. Oui. Oui, mais il y a plus que ça. C'est-à-dire? Il y a de la spiritualité. Il y a des valeurs spirituelles, des valeurs humaines. Les jeunes sont des jeunes, ils sont généreux. Regardez-les, vous pouvez les mobiliser très facilement. Oui. Pour soutenir des personnes âgées, des handicapés, nettoyer ici, etc. Parce qu'ils sont faits de ça. Oui. Et ils ont besoin de ça. Qu'on leur crée les conditions de leur propre épanouissement spirituel. Spirituel. Et ça, c'est capital. Est-ce que c'est un rempart contre l'oisiveté quand même que l'on rencontre? Mais bien sûr. C'est un rempart. C'est un rempart. C'est important. C'est important de le maintenir. Oui. Mais il faut le leur montrer. Au lieu de toujours dire ils sont négatifs, ceci, montrer qu'on a besoin, qu'ils sont du positif. Oui. Ils ont des éléments positifs. Alors, vous avez été responsable de l'Institut supérieur des arts et culture. Notre riche passé, j'allais dire notre glorieux passé culturel, c'est quand même un peu flétri. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Enfin, il faut tenir compte de l'évolution. Oui. Il y a du changement, oui. Les hommes passent. Oui. Alors, le passé ne passe pas, mais les hommes passent. Les hommes passent. Pas? Bon, effectivement, aujourd'hui, quand on parle du Sénégal, au point de vue culture, c'est ça que vous voulez dire. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et est-ce que ce nouvel horizon qui se dégage là, sous la férule des nouvelles autorités, de cette nouvelle génération de dirigeants en Afrique, est-ce que ce nouvel horizon qui se dégage doit passer par la culture, ou bien il y a d'autres priorités que la culture? Par la culture. Par la culture. Oui. Parce que tout est dans la culture. C'est par là que l'on peut progresser, c'est par là qu'on peut aller de l'avant. C'est la culture qui nous donne de l'ambition, du meilleur. Sinon, on est dans le quotidien, ça vaut la peine, ça fait partie des biens de la nature. Oui. Mais enfin, la culture, c'est quelque chose de supérieur. Cette aspiration à l'universel, ou cette aspiration au meilleur, au beau, à la beauté. Mais la beauté, c'est pas n'importe quoi. Bon, à la vérité. Bon, ça touche aussi à la liberté, c'est lié. C'est l'épanouissement personnel, c'est ce que nous sommes. Et chacun de nous aspirons, qu'on le veuille ou non, à quelque chose de meilleur. Et ça, c'est la culture. Il faut un leadership aussi bien sûr. Pour tirer tout le monde vers le haut. Mais bien sûr. Que pensez-vous de ces nouveaux dirigeants au Sénégal et ailleurs en Afrique, par exemple? Écoutez, au Sénégal, ailleurs c'est plus compliqué pour moi, mais au Sénégal, je pense que, tout le monde attend. Et beaucoup de gens comptent sur eux. La jeunesse en particulier, et puis même d'autres de notre génération, qui souhaitent aussi voir le Sénégal s'épanouir. Oui.
Donc ils portent quelque chose en eux, c'est à eux à ne pas décevoir. Oui. Nous sommes à quelques semaines de Noël donc, et du jour de l'an. L'année 2025 a été décrétée une année sainte, une année jubilaire par le pape François, donc une année jubilaire pour l'Église catholique placée sous le signe de l'espérance. Le pape François a choisi d'ailleurs, qui a choisi ce thème pour encourager les fidèles à garder espoir en l'avenir malgré ce monde instable. Quel est votre message d'espoir? Écoutez, l'espoir pour moi, s'il y a un message, une fois que le pape a parlé, je ne peux que suivre ce que dit le pape. Oui. Bon, cette espérance-là, elle est dans la jeunesse, dans le don de soi pour les autres. Cette ouverture aux autres me paraît capitale pour le salut, si je puis dire, de notre humanité. Et c'est ça que je pense que le pape a essayé d'expliquer. Oui. Professeur Alouz Ndiaye, on ne peut pas vous voir sans penser à feu Madame Eugénie Rokhaya Aw, qui fut votre épouse, ancienne directrice du CESTI Mamlès Camara. On connaît la journaliste au Sénégal, mais elle était aussi militante de plusieurs nobles causes. Elle nous a quittés, hélas, le 3 juillet 2022. Qu'est-ce qui l'aurait encore mobilisé aujourd'hui? C'est une question difficile. Elle est là, effectivement, à l'écran. Qu'est-ce qui l'aurait mobilisé ou bien qu'est-ce qui l'aurait écœuré de la marche actuelle du monde? Vous savez, c'est une personnalité très riche et variée en même temps. Elle a toujours soutenu les femmes. Et ça, moi, il m'a beaucoup marqué sur ce plan-là. Oui. D'ailleurs, je vous signale que nous sommes passés d'un président homme de l'Académie à une présidente femme. Oui, la Gabonaise Dr Marie Anchoué. Anchoué, c'est une femme. Donc, elle s'est beaucoup intéressée à la jeunesse, à l'éducation des jeunes, leur formation, le leadership des jeunes. Elle y a beaucoup contribué. Et puis, je crois aussi, elle a beaucoup aimé son métier. Et ça, j'en profite pour vous remercier, vous et vos confrères et consoeurs, pour ce que vous avez fait pour elle, parce que je suis rentré dans ce studio très ému, parce que je crois que sa dernière présence à la télévision sénégalaise, c'était chez vous, lors des événements que nous avons connus difficiles, où elle a tenu un langage de vérité qui, par la suite, s'est avéré dans la suite des événements. Oui. Donc je pense que là, les femmes, je pense qu'elle y tient beaucoup. Elle y tient beaucoup. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie de me donner cette occasion d'échanger sur des sujets aussi passionnants mais difficiles. Oui. Merci beaucoup. Vous êtes arrivé en tout cas. Vous êtes arrivé. On a bien aimé vos explications. Merci, professeur Alouz Raymond Ndiaye, professeur de philosophie, ancien doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et vice-président de l'académie des sciences religieuses, sociales et politiques. Je remercie personnellement professeur Penda Mbow qui m'a fait connaître votre académie grâce à ce livre, Penda Mbow, que vous connaissez bien, femme érudite et professeur émérite d'histoire qui ne cesse de me nourrir en me passant des livres et des livres. Merci, professeur Penda Mbow. Que nous aimons beaucoup. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous sur TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée. li warga yi di bari yépp am na bu ci gën a ràññeeku ñu bay ko ci toolu Chine yi gën a naat defar ko ci anam yu sell mbandargale ko kéwél gi bii mooy waxtu naan ataaya